Éric Coquerel, donc député LFI de Seine-Saint-Denis, président de la commission des finances. Vous êtes notre invité ce soir. On vous a entendu hier à l'Assemblée lancer cet appel solennel à Emmanuel Macron à renoncer à la nomination d'Amélie de Montchalin, la ministre des Comptes publics, à la tête de la Cour des comptes. Et il ne vous a pas écouté puisqu'il l'a donc nommé ce matin en Conseil des ministres. Vous prenez acte ce soir de cette décision? Je vous dis, oui, je prends acte. Maintenant, ça reste un vrai problème. Voilà. Qui est difficilement compréhensible, parce que, comme j'ai dit hier, dans cette nomination, rien ne va. Amélie de Montchalin, alors c'est pas la personne, qu'on s'entende bien, même si je note qu'elle n'est pas membre du corps des magistrats financiers, il y a beaucoup de ses prédécesseurs qui l'étaient. Par exemple, son prédécesseur, parce qu'on oublie de le dire souvent, mais président de la commission, la Cour des comptes, pardon, vous êtes juge, d'accord? Donc c'est pas seulement avoir des compétences en termes de finances publiques, c'est pas un ministre qu'on élu, c'est un juge. Voilà. Et donc ça, par exemple, cette compétence-là, elle ne l'a pas. Mais d'autres ne l'ont pas eu, donc c'est pas rédhibitoire. Et elle a d'autres compétences, vous le reconnaissez? Oui. On peut le dire tout de suite. Pas de problème. Mais ce qui s'accumule et qui ne va pas, c'est que théoriquement, la Cour des comptes, c'est une institution, aujourd'hui, pas théorie, c'est la réalité, c'est une des institutions aujourd'hui qui est appréciée des Français, qui n'est pas remise en question, et qui n'est pas remise en question par les politiques sur les rapports qui sont présentés. La quatrième appréciée dans les différentes institutions, la Cour des comptes. Pourquoi? Parce qu'elle est indépendante, impartiale, elle doit se défendre de tout conflit d'intérêts, et sur ces trois choses, non pas la personne, mais on voit bien qu'Amélie de Montchalin, il va y avoir sans arrêt des interrogations sur son impartialité et sur son indépendance. Elle est ministre encore aujourd'hui. Elle a été nommée par Emmanuel Macron, donc elle va tout de suite devenir présidente de la Cour des comptes. 23 février. Voilà. Le moins qu'on peut dire, c'est que la proximité est vraiment très proche. Il y a eu des cas précédents, mais c'était Jox et c'était Séguin. Excusez-moi, mais en termes de, j'allais dire, de carrière politique faite, et donc du coup d'indépendance, y compris par rapport à ceux qui l'ont nommé, de légitimité, c'est pas la même chose que quelqu'un qui était qui n'avait pas été élu en plus et qui était tout juste ministre. Et puis il y a un vrai problème, c'est qu'elle devient présidente du Haut Conseil des finances publiques, qui donne un avis sur les budgets, très important. Et elle va donner un avis sur le budget, elle le dit elle-même, qu'elle est déjà en train de préparer. Ben, vous voyez bien que tout ça n'est pas possible. Il y a un code de déontologie, une charte de déontologie des institutions financières qui existe, avec des articles très précis sur l'impartialité, l'indépendance. Les conflits d'intérêts, par exemple, je le cite juste, qui dit que on doit s'abstenir de prendre part à des investigations indélibérées concernant un organisme dans lequel elles détiennent ou ont détenu dans les 3 années précédentes des intérêts de nature à compromettre leur indépendance. Elles n'interviennent d'aucune manière sur un organisme ou un service où elles ont exercé des responsabilités au cours des 3 dernières années. Mais enfin, comment va-t-elle faire pour contrôler les comptes de la nation et de l'État avec ça? Donc vous voyez bien que c'est incompréhensible, si ce n'est de vouloir canasser quand même au fur et à mesure, avant son départ en 2027, alors, les institutions indépendantes. Elle va probablement se déporter sur un certain nombre de sujets. On va écouter... Mais c'est tous les sujets. Oui, alors on va écouter quand même Parole à la Défense, Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement, qui défend la nomination d'Amélie de Montchalin à la Cour des comptes. Il nomme des femmes et des hommes compétents. Amélie de Montchalin est, et vous le savez, profondément compétente. Elle l'a amplement démontré. Par ailleurs, je le redis, la Cour des comptes a un fonctionnement collégial qui la prémunit de ces accusations en partialité, précisément. Voilà, elle ne sera pas toute seule. C'est une très mauvaise défense. Très mauvaise défense. Oui, parce qu'elle est en train de dire, rassurez-vous, finalement, c'est pas vraiment la présidente, quoi. C'est une collégialité. Bon, alors elle connaît mal. Alors soit elle feint, soit elle connaît mal, et c'est vraiment grave pour la porte-parole du gouvernement, la manière dont fonctionne la Cour des comptes. Le président a une importance terrible, forte, pas terrible, forte, sur la Cour des comptes. Et il a notamment le pouvoir de nommer, par exemple, tous les autres membres de la Cour des comptes. C'est lui qui les nomme. Bon, donc vous voyez bien ça lui donne c'est un pouvoir, c'est pas juste un animateur, c'est un pouvoir structurant sur cet épisode, notamment du Haut Conseil des finances publiques. Et j'ai oublié de rajouter quelque chose tout à l'heure, mais qui est quand même problématique. C'est que, et d'ailleurs qui à mon avis appelle à des changements constitutionnels, c'est que elle est inamovible jusqu'à 68 ans. Alors, justement. Elle a 40 ans aujourd'hui. Il y a, dans les critiques qui ont fleuri, deux choses elle a 40 ans et elle est inamovible. Et même si on dit que c'est la première fois que c'est une femme et que c'est une femme jeune, en quoi c'est un problème? Parce que l'inamovibilité n'est pas faite pour lui garantir la sécurité de l'emploi jusqu'à la fin de ses jours, mais pour faire en sorte qu'elle ne puisse pas être punie si elle se tenait mal ou si elle faisait quelque chose de partisan. Donc finalement, cet argument-là
Est-ce que c'est le plus adapté? C'est un argument adapté parce que, en fait, comme toute présidence, en théorie, il devrait y avoir quand même une durée de temps. Il n'y a pas de raison, par exemple, que le président de la Cour des comptes puisse siéger 27 moment où il a ans, décidé de... alors que, par exemple, le président de la République ne peut le faire que 2 fois 5 ans. Il n'y a pas vraiment de raison. Pourquoi c'était comme ça? Pourquoi on ne s'est pas inquiété du problème? Pour qu'il soit, justement, indépendant, et qu'on ne puisse pas le virer. Oui, mais Nathalie Saint-Christ, c'est aussi parce qu'en général, en réalité, jusqu'à maintenant, c'était tout le temps des gens qui étaient justement en fin de carrière politique. Et qui donc, on pensait qu'à partir de là, ils avaient l'expérience et ils avaient surtout l'indépendance. Et du coup, on ne s'est jamais posé de problème parce que le plus jeune, c'est Didier Migaud, 58 ans, donc il siège 9 ans. Et là, tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a un problème parce que c'est pas sain. Dans n'importe quelle institution, c'est pas sain, à mon avis, de siéger pendant 27 ans, d'avoir ses pouvoirs pendant 27 ans. Donc, on ne va pas lui faire payer le fait d'être jeune. Non, on ne va pas lui faire payer le fait d'être jeune, mais du coup, ça pose le problème qui ne s'était jamais posé jusqu'à maintenant, de savoir s'il ne faudrait pas, à partir du moment où il y a cette situation, le borner dans le temps. Par exemple, on pourrait imaginer que c'est la même limite que le président de la République. C'est une question qui se pose. Et il y a une deuxième chose qui s'exprime, parce que jusqu'à maintenant, au moins à la Cour des comptes, tout à l'heure je vous entendais parler, c'est vrai qu'il y a eu des interrogations sur le Conseil constitutionnel. Mais ça n'a jamais été. Les personnalités qui ont été nommées à la Cour des comptes n'ont jamais trop été contestées. Regardez bien, y compris, etc. Là, elle l'est, pour les raisons que j'évoquais. Alors peut-être qu'on devrait faire en sorte que, comme les autres présidents d'institutions, le Parlement ait son mot à dire. Une audition, comme c'est le cas. Ah oui, C'était le cas pour Richard Ferrand. Absolument. Le cas là, c'est la seule institution où ma commission, par exemple, qui est celle qui est appelée au fond, n'a même pas son mot à dire. Donc on voit bien que la nomination d'Amélie de Montchalin pose ces deux questions-là et je pense que ça nécessite des changements constitutionnels. Juste avant d'aborder un autre sujet, vous considérez que c'est du verrouillage ou du recasage? Parce que c'est pas la même chose. Marine Le Pen pense, elle, par exemple, que c'est quelque chose qui pourrait peser, c'est-à-dire qu'en gros, pour limiter ce qui peut se produire au cas d'alternance, il faut mieux mettre des gens fiables. Qu'est-ce que vous redoutez clairement? Non, je pense pas que ça soit du recasage pour Madame de Montchalin. Parce que vous l'avez dit, même si je la combats politiquement, mais je l'ai dit moi-même. Elle n'est pas magistrate, elle n'est pas fonctionnaire, mais elle est compétente. Bon, bref, donc je ne pense pas que ça soit un problème de recasage. Par contre, de verrouillage au fur et à mesure. Et on va voir ça va être intéressant, parce que vous savez que le gouverneur de la Banque de France a démissionné. Ça, Emmanuel Macron n'est pas derrière sa démission. Mais, non, il n'est pas derrière. Mais par contre, se murmure le nom d'un très proche. Emmanuel Moulin. Et voilà. Donc on va voir qui est nommé. L'actuel secrétaire général de l'Élysée. Si ça continue à se succéder comme ça, oui, là, on pourrait estimer qu'il y a un verrouillage en cours. Et c'est aussi. Mais verrouillez comment? Si vous arriviez au pouvoir, qu'est-ce qu'elle peut faire contre vous, Amélie de Montchalin? Ou si c'était vous, Bardella Le Pen ou Jordan Bardella? Je vais vous dire, elle est très anglais. Je suis bien payé pour le savoir. J'étais en face d'elle. Orthodoxie financière, oui. Elle est très anglais sur l'orthodoxie financière, oui. Qui a évidemment son importance quand vous êtes à la Cour des comptes. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle l'exerce de manière pugnace, si vous voulez. Je veux dire, ça se voit pas trop avec ce budget-là. Vous trompez. Vous n'avez pas été à côté d'elle au banc pendant 10 semaines, parce que je peux vous assurer que même en termes de mauvaise foi, et pourtant j'ai dit du bien d'elle aussi, elle peut être redoutable. Donc moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est que ça va être une certaine vision des comptes, une vision de l'orthodoxie qui est installée de manière forte pour les années à venir. Peut-être qu'après tout, Emmanuel Macron se dit qu'il prépare 2032. Alors, il y a cette critique qui consiste à dire qu'Emmanuel Macron place des proches à la tête des institutions. Bon, c'est la Constitution aujourd'hui qui lui donne ce pouvoir. Si demain, vous arriviez au pouvoir, vous renonceriez, vous, à disposer de ce pouvoir de nomination ? Ah non, mais moi je demande à personne vous avez entendu, je pense qu'il serait sain que le ou la présidente où il n'y a pas d'avis de l'Assemblée, il y en ait un. Donc vous proposeriez une réforme qui irait dans ce sens. Oui, je pense que ça serait bien au minima consultation des assemblées pour les nominations absolument. importantes. Je pense que c'est nécessaire et au moins ça met un petit cliquet. Et au fond, quelle est votre principale inquiétude, la future qualité et l'indépendance des rapports de la Cour des comptes ou le regard que l'on pourra porter sur ces rapports? Alors oui, en partie peut-être, selon la manière dont elle pèse et selon les personnes qu'elle nomme, ça a beaucoup d'importance, une certaine partialité, y compris des avis sur ses propres budgets, je l'ai dit, c'est quand même très compliqué. Comment voulez-vous avoir un avis impartial? Vous pouvez être la personne la plus extraordinaire du monde sur le budget que vous êtes en train de préparer, c'est compliqué. Et or, l'avis du Haut Conseil des finances publiques,
pèse beaucoup. Il y a même des demandes pour qu'ils aient encore plus de pouvoir, d'ailleurs. Bon, donc là, par exemple, ça, c'est un exemple. Et sinon, j'ai un peu peur, effectivement, qu'au fur et à mesure... Il y a eu plusieurs rapports qu'on déploie au gouvernement récemment, il faut le savoir aussi. Sous Moscovici. Oui, vous avez eu un rapport, par exemple, sur le pacte Dutreil. Absolument terrible pour le pacte Dutreil, qui est, en gros, une niche fiscale pour faciliter la transmission des entreprises sous couvert familiales. de vouloir transférer... assurer le transfert des la transmission de biens. On s'aperçoit qu'en réalité, c'est assez marginal. C'est pas moi qui ai dit, c'est la Cour des comptes. Et que c'est surtout une machine à faire, à permettre de transférer des héritages avec beaucoup moins d'impôts. Bon, il y en a eu une autre là récemment sur le nucléaire, par exemple, aussi assez terrible pour le programme RTE. Bon, je me dis que c'est peut-être une manière aussi d'essayer un peu de cadenasser les choses. On parle de l'affaire Epstein, les nouvelles révélations de la presse sur un haut diplomate du Quai d'Orsay, la réaction de Jean-Noël Barrot ce matin sur RTL, et vous réagissez après. Cette fuite de mails par centaines de milliers et par millions est effarante. Et elle soulève des soupçons très sérieux, très graves. Des soupçons de violences sexuelles à l'encontre de femmes et de jeunes filles, des soupçons de malversation financière et des soupçons également de tentatives d'influence et peut-être d'interférence avec la vie politique de pays européens et peut-être même la vie politique française. Vous craignez ces tentatives d'ingérence dans la vie politique française? C'est la raison pour laquelle vous réclamez cette commission d'enquête parlementaire? Oui, alors l'enquête parlementaire, c'est, j'allais dire, parce qu'on voit bien qu'il y a des noms qui sortent comme ça tous les jours et qui sont liés plutôt pour l'instant côté français à la question de l'ingérence financière. Alors, ça prémunit de rien par rapport à la question de réseaux pédocriminels, mais c'est aussi là-dessus. Donc l'idée, ça serait que l'Assemblée fasse son travail. Mais il y a aussi... Vous avez un pouvoir d'investigation qui est certes grand dans certaines commissions d'enquête, mais dans d'autres, vous substituer à la justice serait pas forcément... Ouais, je pense quand même que, par exemple, la commission d'enquête, même si Mme Braun-Pivet a essayé de l'enterrer sur l'affaire Benalla, n'a pas été inutile. Donc je pense que ça serait utile. Sur l'affaire Bétaram, excusez-moi, elle a été très utile. Non, mais l'affaire Bétaram est une histoire franco-française. Oui, mais je veux dire, la commission d'enquête a montré quand même. D'accord. Là maintenant, on a quand même. Excusez-moi. L'affaire Bétaram, elle n'a pas seulement mis en cause le Premier ministre, elle a surtout permis que là maintenant on soit près de la fermeture de Bétaram et qu'il y ait des inspections. Mais simplement, on ne peut pas comparer l'affaire Epstein qui touche bien sûr, 500 pays, 800 signataires de Peter Mandelson à tout le monde, ça soit manifestement, ça touche la France. Mais surtout, je voudrais réagir par rapport, parce que c'est important ce qu'a dit Jean-Noël Barrot, avec lequel, là, pour le coup, je suis d'accord. C'est aussi un problème de principe de précaution. Pourquoi? Parce qu'il ne vous a pas échappé que le 5 décembre, les États-Unis, Donald Trump a produit un document qui est un document dit de stratégie de défense nationale. Je ne sais plus le terme, mais qu'importe. Et dedans, il est très clairement dit qu'ils vont essayer de l'ingérence pour favoriser les pays, les partis dits patriotes, c'est-à-dire d'extrême droite dans le vocabulaire trumpiste, pour les prochaines élections. Donc oui, je pense qu'on a intérêt parce que manifestement c'était un peu des coups d'essai avec Epstein de ce point de vue-là, à travailler là-dessus, à enquêter là-dessus, parce que c'est... Et vous pensez que ça ne peut pas donner lieu à des dérapages politiques? J'entends par là que la justice fait son travail. Le PNF a même lancé une enquête sur Jack Lang, donc les choses se passent dans les règles de l'art, et qu'en fait finalement ce déballage débouche sur une espèce de mise en cause de Al Gotha qui se tient les coudes. Alors vous avez une théorie complotiste du genre ils sont tous pourris, ils s'estiment au-dessus des lois. Vous avez raison, on vient quelque chose qui n'est pas d'une fraîcheur extrême. Non, mais il peut y avoir commission d'enquête et commission d'enquête. Vous faites bien de le dire. Il y en a certaines là, qui dérivent quand même. Il y a une commission d'enquête sur qui est de deux exemples récents, que ce soit sur le soi-disant entrisme islamiste, et c'était nous qui étions visés, qui a montré son inanité totale, ou celle sur le service public de l'audiovisuel, à mon avis, qui suit le même genre de parcours. Mais par contre, il y a des commissions d'enquête. Pour d'autres raisons. Il y a des commissions d'enquête qui quand même font avancer les choses. J'ai cité Bétaram. Mais mon sujet, c'était la politisation. C'est-à-dire on peut jeter le nom de plein de gens en pâture, des gens qui peuvent être victimes d'Epstein, des gens qui peuvent être vous avez juste... Enfin, je remarquais qu'il y a des noms déjà jetés en pâture, y compris par la presse, où il se révèle juste que le nom est jeté, alors qu'il se révèle juste que la personne a juste été
ciblé ou visé par Epstein sans que. Donc ça, c'est pas parce qu'il y a une commission d'enquête parlementaire que ça va, j'allais dire, aggraver le problème. Et moi, excusez-moi, mais j'ai confiance dans les parlementaires. Je veux dire, l'Assemblée nationale a le droit, à un moment donné, nos représentants ont le droit d'avoir eux-mêmes leur propre commission d'enquête. C'est au contraire même largement perdu à la Constitution. Et moi, j'ai confiance sur le fait que s'il y a une commission d'enquête de ce type-là, ça n'irait pas vers ce que vous dites. C'est-à-dire, l'idée n'est pas une chasse aux sorcières, l'idée n'est pas j'allais dire, de l'ère du soupçon généralisé. Et c'est peut-être même le meilleur moyen, très sincèrement, pour éviter toute dérive complotiste, pour aller vite. Voilà. Alors, parce que c'est rationnel. Éric Coquerel, vous avez fêté les 10 ans de LFI hier. La primaire de la gauche semble avoir du plomb dans l'aile, c'est ce qu'on lisait encore ce matin dans la presse. C'est la victoire de votre stratégie? La victoire de notre stratégie, je vous le dirai l'année prochaine, au moment des élections présidentielles. C'est là où on la jugera. J'espère qu'on pourra revenir et que j'aurai le sourire. En tout cas, les primaires, moi, j'y ai jamais cru. Donc, pour moi, c'est pas une surprise. Pourquoi ? Parce que c'est une machine qui peut pas fonctionner. Donc, le fait que celle-ci soit en train, à mon avis, de s'écrouler n'est que dans la logique des choses. Vous en êtes satisfait ? C'est-à-dire qu'en gros, on peut se dire aussi que il y a une logique, même si elle est imparfaite et que tout le monde n'a pas voulu s'y plier. C'est-à-dire, en gros, tout le monde va les séparer à l'élection. C'est quelque chose. Non, mais c'est pas ça. C'est que vous savez très bien ce qu'on pose comme question. C'est que une primaire qui imagine que vous allez mettre des représentants politiques qui ont des avis très différents sur un certain nombre de choses et de programmes. Par exemple, pour aller vite, vous mettez M. Glucksmann, M. Hollande, et puis d'un autre côté, vous mettez Mme Autain. Bon, imaginez que si c'est M. Glucksmann ou M. Hollande qui gagnent avec leur programme, parce que c'est ça en plus qui est dedans, donc un programme qui n'a aucun rapport avec les combats que moi, par exemple, j'ai pu mener avec Clémentine Autain pendant des années. Je pense que ça ne suivrait pas, et les électeurs ne suivraient pas au minimum. Et l'inverse est vrai. Si M. Glucksmann, il l'a dit d'ailleurs, c'est la raison pour M. Hollande pour lesquels les électeurs de Glucksmann n'iront pas voter pour Mélenchon. Si c'est Jean-Luc Mélenchon qui gagne, à partir du moment, vu les noms d'oiseaux qu'il nous sert à longueur de journée... Ça, c'est réciproque, hein. Quand Sofia Chikirou dit qu'il faut faire battre la gauche... Pas tout à fait les mêmes, mais qu'importe, j'ai pas envie de l'entendre, d'accord, mais... On va passer plusieurs minutes là-dessus, pas très important. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est une logique qui fonctionne pas. Le meilleur exemple, rappelez-vous, c'est... Valls, qui aussitôt qu'il a perdu la primaire, change finalement de candidat et laisse tomber Benoît Hamon. Voilà, ça peut pas fonctionner. Donc vous pensez effectivement pour des raisons logiques, c'est que vous êtes tellement différents. C'est normal, oui, il y a deux lignes. Le fait très clairement deux lignes. Donc vous accréditez les faits que vous n'avez pas, en gros, beaucoup de rapprochements possibles avec le PS dit parti de gouvernement social-démocrate. Non, c'est pas parti gouvernement, nous aussi un parti de gouvernement. Non, mais ok, eux s'intitulent comme ça. Ça veut dire en gros que toute l'histoire du LFP a été fondée sur une imposture. Non. Parce que il y a eu des législatives, il y a eu des choses. On dit qu'on signe un programme dans lequel, alors sauf si peut-être imposture de la part du Parti socialiste. Ça, vous avez raison. La question peut se poser. Mais sinon, non, je crois que vous considérez qu'ils ont cédé sur des choses que vous leur demandez. Je crois que ce qui s'est passé au Parti socialiste depuis le NFP, vous avez raison de dire, on a fait l'unité sur un programme de rupture. Bon, et maintenant, c'est que tout simplement, peut-être que les vieux démons... le social-traître non, c'est pas ce terme que j'utilise, sociolibéraux, c'est-à-dire en gros de la gauche d'accompagnement, ce que j'appelle la gauche d'accompagnement, qui cherche plus à changer grand-chose, ont repris le dessus. Monsieur Hollande, il suffit de le voir à l'Assemblée, a repris du poids, et que progressivement, le Parti socialiste est redevenu le parti... qui ne sert pas à grand-chose, qui l'avait amené à moins de 2% des voix présidentielles. Irrémédiable. Ce matin, il y a un papier de notre confrère Antoine Oberdorf, qui est souvent l'invité de Sonia, qui parle du programme mélenchonisé du PS pour 2027, en disant que, manifestement, dans la partie orthodoxe du PS, on reprend beaucoup de choses de chez vous, parce qu'on considère qu'à terme, la vraie... À terme, ils considèrent que c'est notre programme qui a raison. Mais on verra bien quel sera le programme. On verra... Définitif, ça c'est une ébauche. On verra bien quel sera le programme du candidat qui soutiendra le PS ou du candidat du PS. Et là, tout indique aujourd'hui, je vous le dis, c'est qu'on ait un candidat qui soit très clairement celui de la gauche d'accompagnement, M. Faure ou M. Faure. Mais M. Glucksmann, M. Hollande. M. Faure, vous le qualifiez toujours de gauche d'accompagnement ? Écoutez, depuis le congrès qu'il a mené, où il a repris globalement l'appositionnement de sa minorité, enfin sa minorité forte, j'observe que sur le fond, sur l'idée de surtout pas d'alliance avec nous, sur l'idée d'avoir refusé de voter les censures qui ont permis de maintenir le macronisme, qui était quand même la première chose que nous mettions dans notre programme, c'était le fait de s'y opposer. J'observe que oui. Vous allez les punir au municipal, là ?
Mais au municipal, rappelez-vous que c'est eux qui ont exclu toute union dès le départ. Je le dis parce que, et notamment vous, mais pas que vous, on a tendance à penser qu'on se présente pour les punir. Mais au départ, ils ont dit pas d'alliance avec les filles. Ça a été dit par Jean-Luc Mélenchon qui a dit dans chaque endroit, dans les sortants et tout, il y aura un candidat LFI. Alors, je continue. Ils ont dit pas d'alliance avec les filles. C'était lié avec le fait qu'en même temps, ils étaient en train de changer de ligne et de ne pas censurer le gouvernement Bayrou, c'est à peu près au même temps. Hein. Bon, donc ils ont continué cette dérive. Et là, c'est vrai qu'en plus de ça, de toute façon, ils nous obligent soit à partir seuls, soit avec ceux qui sont fidèles au programme du NFP. Donc, par exemple, moi, je suis à Saint-Denis, on part avec le Parti communiste, on est capable de gagner la ville. Et là, dans ce cas-là, oui, ça sera aussi une sanction par rapport à tous ceux qui ont laissé durer les gouvernements macronistes, ça c'est sûr. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon va y aller coûte que coûte à la présidentielle? Quand on regarde les sondages, aujourd'hui, c'est le candidat de gauche qui aurait le moins de chance au second tour face à oui, mais c'est celui qui a le moins de chance de l'emporter face à Jordan Bardella. Ça vous fait pas réfléchir de regarder ces sondages? C'est quand même assez amusant, excusez-moi, mais je veux pas. Mais pour avoir des chances, pour estimer une chance d'être en face du RN au deuxième tour, faut aller au deuxième tour. Et dans la plupart des sondages, le seul capable peut-être d'aller, le candidat de gauche capable d'aller au deuxième tour, c'est Jean-Luc Mélenchon. Donc partons de là d'abord. C'est-à-dire, oui, mais c'est celui qui perd avec l'écart le plus important face à Jordan Bardella. Mais ça, on verra bien. Ça sera un deuxième tour. Moi, ce que je note, c'est que c'est celui qui a le plus de chances d'aller au deuxième tour. Et pour justement être capable de vérifier ou pas votre pronostic, il faut être au deuxième tour. C'est pas mon pronostic, c'est celui des sondages. Oui. Ça veut dire qu'il va... Beaucoup ont dit qu'il entame une stratégie, une nouvelle stratégie. Attendez, excusez-moi, les sondages, c'était quand le deuxième tour des élections législatives? J'ai un trou de mémoire en juillet 2020. Merci. Je comptais sur vous, comme vous faites les... Attendez, on a eu tellement d'élections. Jusqu'à 19h50, c'est-à-dire tant que c'était les sondages, le RN était donné gagnant. D'accord. À 20h, il y a le résultat des urnes. Est-ce que ça veut dire que pour avoir vocation à rassembler, ce que c'est un certain nombre de journaux, bons ou méchants avec la gauche, peu importe, on dit qu'il abordait une... dédiabolisation, Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire qu'il se mettait à devenir plus rond, plus cool. Ça va dépendre de vous, quoi. C'est-à-dire si vous continuez à le diaboliser. Moi, je ne diabolise personne. Je ne parle pas de vous spécialement. En général, j'entends des émissions à longueur de temps qui. Enfin bon, passons. Bref. Je pense que ça va dépendre aussi de vous. Nous, on va faire la campagne qu'on sait faire, c'est-à-dire peut-être l'avantage des campagnes. Et pourquoi à chaque fois, du coup, ça grimpe dans les campagnes, c'est qu'on nous écoute plus nous que les commentateurs sur nous. Voilà. Et quand on nous écoute plus, les gens se rendent compte finalement que non, on n'est pas des affreux extrémistes qui menaçons la République et je ne sais quoi encore. Voilà. Et donc c'est, à mon avis, ce qui explique pourquoi Jean-Luc Mélenchon a tant de succès quand on commence une campagne présidentielle, parce qu'on écoute l'original et non pas la copie qu'en donnent les médias. Merci. Éric Coquerel d'avoir été notre invité, député LFI de Seine-Saint-Denis et président de la Commission des Finances. Merci Nathalie.